Savez-vous comment sont fabriqués les rubis que l'on retrouve dans nos montres, plus précisément dans les mouvements de nos montres? Aujourd'hui, je suis au Brassus, dans la vallée de Joux. Nous avons fait le déplacement depuis Paris. Nous partons à la découverte de la manufacture La Pierrette qui produit plus de 60 millions de rubis. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment sont faits les rubis, pourquoi sont-ils rouges, le processus de création et de fabrication. Et je pense que vous allez être surpris. Partons dès maintenant à la découverte de la manufacture La Pierrette. C'est parti. Bonjour Bastien. Bonjour Clément, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir à La Pierrette. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Bastien Drault, donc je suis le directeur de l'entreprise, de la manufacture de pierre. Et puis je suis directeur de cette entreprise depuis environ 3 ans. Donc là, La Pierrette font principalement des rubis. La société a été créée en 1914, si je ne dis pas de bêtises. Juste. Quelle est son évolution et quelle est son histoire? Alors l'histoire, elle commence effectivement en 1914, il y a donc 110 ans, on a fêté les 110 ans cette année. Elle a appartenu d'abord à un monsieur qui s'appelait monsieur Raymond, qui a créé l'entreprise. Et puis il a été transmis de génération à une famille qui s'appelle la famille Mélan. Et puis il y a un pôle d'actionnaires qui sont des très grands noms de l'horlogerie qui ont racheté la société en 2000. Pour la faire fructifier puis assurer leurs besoins. C'est vrai que le rubis est quand même une pièce essentielle dans un mouvement et il y a beaucoup de mythes autour. Est-ce que c'est un rubis de synthèse? Est-ce que c'est un vrai rubis? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors c'est effectivement un rubis synthétique donc, qui est fabriqué par l'homme. Le processus, c'est un processus Verneuil qui a été inventé par un physicien français à la fin du 19e siècle, vers 1890-1900. Et puis ce processus, en fait, il mime ce que fait la nature, mais de façon beaucoup plus rapide. Donc c'est exactement le même cristal. On travaille tout avec du rubis monocristallin, c'est important de le dire, parce qu'il existe des rubis polycristallins pour des montres un peu plus, des mouvements un peu plus bas de gamme, ou alors des mouvements de moins bonne qualité, moins bonne facture, effectivement. Et donc on prend ce rubis, ce cristal, et puis on va le découper pour en faire des pierres d'horlogerie. Et en gros, il n'y a plus toute cette problématique, mais parce que tu m'expliquais aussi qu'avant, dans les années 1800, si je ne dis pas de bêtises, on utilisait du vrai rubis. C'est juste, c'est ça? C'est juste. Donc avant que ce processus ne soit développé, eh bien, historiquement, on utilisait du vrai rubis dans les montres, mais qui venait des mines. C'est fou. Et donc qui était extrait et qui était, maintenant, aujourd'hui, ce serait juste impayable de mettre ça dans des montres déjà, au vu de la volumétrie. Et puis d'un point de vue durabilité aussi, et environnemental, ce serait une catastrophe parce que on mettrait de l'eau au moulin des mines avec les exploitations que l'on sait, etc. Donc ce serait un peu compliqué de se fournir, raison pour laquelle c'est bien plus vertueux, on va dire, de fabriquer notre propre rubis. Oui, surtout s'il y a les mêmes vertus. Oui, c'est exactement les mêmes conditions. Et donc du coup, à quoi sert un rubis? Alors le rubis, il est utilisé dans le mouvement pour sa dureté. C'est-à-dire que le but, c'est que comme c'est un palier, qu'il y a un axe qui tourne dans un trou, il ne doit pas s'user. Parce qu'il y a des roues qui tournent dans le mouvement, et puis ces roues, elles tournent pendant des semaines, des années, voire des dizaines d'années, et ça ne doit pas s'user, parce que dès le moment où le trou il est usé, la montre elle va s'arrêter, et il faudra changer les pièces. Donc il a été choisi pour sa dureté, c'est un matériau qui est juste en dessous de la dureté du diamant, donc c'est très très dur. Et il n'y a que le diamant qui peut l'usiner. Donc vous le verrez dans la visite, on travaille beaucoup avec du diamant et puis tout est fait pour pouvoir usiner ce matériau mais qui est très dur. Du diamant lui aussi synthétique? Du diamant lui aussi synthétique qui est réduit en poudre, une poudre avec des grains d'une très très grande précision et puis qui permet de polir, d'usiner ces pièces. Mais dans un mouvement, mais c'est vrai que la grande majorité des mouvements que j'ai pu voir, même quasiment tous, sont rouges. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors il y a plusieurs histoires, donc c'est comme toujours dans l'horlogerie, il y a des mythes et puis il y a la réalité. Déjà, ce dont on est sûr, c'est que le rouge, c'est un aspect esthétique.
Donc ça pourrait, la différence peut-être entre le rubis et le saphir c'est transparent, les verres de montre sont faits en saphir, c'est quasiment la même matière. La seule différence, c'est pour faire ce rouge, on rajoute un petit peu de chrome, moins de 2% dans l'oxyde d'alumine finalement pour faire le rubis. Mais sinon, chimiquement parlant, et puis d'un point de vue cristal, c'est quasiment la même chose que le saphir. Simplement le saphir, ça serait moins joli, c'est-à-dire que, enfin, il y a des mouvements qui se font en saphir, hein, il y a des clients qui nous le demandent, mais le rouge, c'est quand même quelque chose de profond qui ressort bien par rapport à l'acier et qui est voilà, esthétiquement assez intéressant. Mais c'est vrai que quand on parle de rubis, généralement on l'associe aussi à la couleur rouge. C'est vrai. Et le rubis, c'est rouge d'ailleurs. Le nom rubis, c'est pas seulement associé. Quand on parle de rubis, c'est une pierre rouge. Il n'y a pas de rubis vert ou jaune, etc. Mais ça veut dire qu'en gros, on pourrait très bien faire un rubis de n'importe quelle couleur. Exact. On pourrait faire une pierre de n'importe quelle couleur. Voilà, une pierre. Exactement. Mais là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est parce qu'on en fait. Des clients, une fois de plus, nous le demandent, du bleu par exemple. Le problème qu'il y a, c'est que quand on regarde la pierre toute seule, le bleu ressort, c'est un bleu magnifique. Et quand on chasse la pierre dans le pont ou dans la platine, eh ben le bleu, il ne ressort pas la même chose. Il est un peu plus fade, on voit beaucoup moins la couleur. L'avantage du rouge, c'est que c'est toujours un beau rouge. C'est toujours très joli, que ce soit chassé ou qu'il y ait un trou derrière ou pas. Pour continuer à présenter la société, donc aujourd'hui, on est un peu plus de 260 personnes. Donc on a bien grandi ces dernières années. Il y a une dizaine d'années, il y avait une 50-60 personnes. Donc on a fait une forte progression. Et aujourd'hui, il sort de nos ateliers à peu près 60 millions de pierres par année. Donc je te laisse faire le calcul par jour. Ça fait quelques milliers. Et ça fait un bon paquet. Ouais. Et bon, mais comme on est sur des pièces très petites, c'est 60 millions si ça pouvait... tenir dans quelque chose. Alors effectivement, c'est pas. Alors là, on n'a pas trop de problèmes de volumétrie et de place pour stocker nos pierres. Le tout tient, on va dire, dans quelque chose qui est de l'ordre de 20 cm par 20 par 20, en gros, en une année. Et il y a combien de types de rubis différents sur lesquels vous avez travaillé? Alors il y a autant de rubis qu'il y a de clients, j'aimerais dire, et autant de rubis en plus, c'est pas les mêmes rubis. Sur l'ensemble du mouvement, il y a plusieurs types de rubis différents. Vous n'avez pas un mouvement où il y a les mêmes rubis partout. Parce qu'on peut le comprendre, techniquement parlant, une pierre pour un barillet, par exemple, n'a pas les mêmes contraintes qu'une pierre pour l'encre ou pour le balancier. Ok. Et dans un mouvement, à peu près, en moyenne, combien t'estimes qu'il y a ça dépend vraiment des mouvements, mais on peut dire qu'en moyenne, 20-25 pierres par mouvement, c'est un peu la moyenne. Ouais, qui est en gros le plus commun. Ouais. Trop cool. Merci beaucoup. Et puis, je vous propose qu'on passe maintenant à la visite de la manufacture La Pierrette. Bonne visite. C'est parti. Avant de rentrer dans le détail de la découpe laser du rubis, j'aimerais vous expliquer ce qu'il y a avant. Le procédé Verneuil, aussi appelé procédé de fusion à la flamme, est utilisé pour créer des pierres synthétiques comme les rubis en reproduisant un processus de cristallisation contrôlé. Ce procédé commence par la fusion d'un mélange de poudre d'oxyde d'aluminium avec des agents colorants dans une flamme extrêmement chaude atteignant plus de 2000 degrés Celsius. La poudre fond puis se dépose couche par couche sur un support formant peu à peu un cristal ou boule de rubis synthétique. Une fois cette étape terminée, le cristal obtenu est scié en tranches pour atteindre les dimensions nécessaires. Nous passons ensuite à la découpe laser. Des lasers fibrés sont utilisés pour découper les diamètres intérieurs et extérieurs du rubis, ce qui permet d'obtenir une ébauche proche des cotes finales mais en conservant des surépaisseurs. Ces surépaisseurs sont indispensables pour permettre lors des opérations successives la réalisation de cotes précises au micron et la réalisation d'états de surface polis à l'extrême, grandissage du trou central, tournage du diamètre extérieur, polissage et brossage des faces. Maintenant, passons à la visite de la manufacture avec Yves qui va nous montrer et nous expliquer la découpe laser. On a reçu le rubis, on l'a tronçonné, on verra ça tout à l'heure, on a coupé les tranches. Ces tranches, on les a polies, on les a rectifiées sur les deux faces pour qu'elles soient parfaitement parallèles. Et on a fait des classes d'épaisseur avec plus ou moins 5 microns de tolérance. Et ensuite, ces plaques,
ces demi-lunes, ce qu'on appelle une demi-lune, hein, on va les poser avec un robot sur des plaques en métal. Donc on va avoir un support comme ça, qui est une plaque en métal, sur laquelle on aura à peu près 200 demi-lunes qui sont posées. Et sur ces demi-lunes vont sortir les rubis que Voilà. l'on connaît, c'est ça? Donc ensuite, on va découper les trous et les diamètres extérieurs. Donc là, on peut s'approcher de cette machine ici. On est en train de, on a arrêté la machine, on est en train de découper. Donc on voit ici, on a découpé le trou et le diamètre extérieur. Et on est à l'ébauche de la pierre. C'est-à-dire que toutes les dimensions vont être reprises. Le trou va être grandi et poli, le diamètre extérieur va être tourné, réduit, et les épaisseurs vont être polies, creusées, etc. Donc on est vraiment sur une ébauche. Et cet atelier en produit à peu près 1 500 000 par semaine. Ok. Dans des références toutes différentes, puisqu'on n'a pas de standard et il peut y avoir des couples diamètre, épaisseur, diamètre extérieur qui sont tous différents. Donc là, j'en vois qui sont cassés, mais il y a combien de pourcentage de déchets lorsque vous Alors fabriquez les déchets, quand on fabrique la pierre, comme l'expliquait Bastien, on les voit à la fin. C'est une fois que les pièces sont transparentes, à la dernière opération, que là, on va avoir les dernières dimensions précises, l'aspect esthétique qui va être analysé, puis on va dire c'est bon ou c'est pas bon. Donc il y a assez peu de rebuts en cours de production, ils sont tous concentrés à la fin, une fois que la pièce est terminée, esthétiquement et dimensionnellement, et c'est là on va dire, on va retirer des pièces mauvaises. Façon macro, il y a quand même des endroits où on va filtrer puis quand même peut-être faire des tris, mais un OF normal, il y a très peu de rebuts, on parle de 1 à 2% par opération, et on les laisse souvent dans les OF, puisqu'on ça prendrait beaucoup trop de temps d'aller ressortir ces 2%, sachant qu'à la fin, de toute façon, on devra tout visiter. La pierrette visite à la fin 100% des pierres. Mais c'est-à-dire visite? Visiter, c'est le terme qu'on emploie pour retirer les défauts esthétiques. D'accord. Les défauts dimensionnels, c'est par statistique. Donc, on fait un prélèvement et nos process garantissent ces dimensions et le prélèvement nous garantit que le lot est bon. Ou pas bon, mais éventuellement, mais ça c'est beau, c'est très rare. Par contre, la présence de défauts esthétiques, elle est systématique sur la plupart des lots. Et comme de toute façon, à la fin, on doit tout visiter pour retirer ceux qu'on aura générés à la dernière opération, et on va retirer à ce moment-là ceux qu'on a fait à la première, à la deuxième, à la troisième. Ok. C'est un peu ça le principe. Donc, je vais aussi prendre un exemple, un défaut qui serait au bord du trou ici. ouais. Si je voulais l'enlever après cette opération, je dis j'ai un défaut, je vais l'enlever. Je fais du travail pour rien parce que comme je vais faire une creusure sur une des deux faces, il y a une chance sur deux que tout ce défaut aurait disparu. Donc ce serait vraiment dommage de l'enlever alors que finalement il serait parti dans le process normal après. Ouais. Et j'aurais enlevé une pièce alors qu'elle était bonne, quoi. Donc c'est pour ça que la plupart des défauts sont évacués plutôt à la fin. D'accord. Ces machines que vous voyez là, elles sont toutes produites par la Pierrette. Ce pas des machines qu'on achète sur le marché, c'est des machines qu'on construit en interne. Donc la Pierrette, elle a les compétences pour choisir des lasers, choisir des tables XY numérisées et de faire tout le HMI, toute la programmation, toute l'optimisation des paramètres, ça c'est tout la Pierrette SA. D'accord. On trouve pas ces machines sur le marché. À vous quoi. Ouais, c'est un vrai savoir-faire de pouvoir câbler, programmer tous ces équipements. D'accord. C'est vachement intéressant. Donc quand on a terminé ces opérations, je vais vous montrer à quoi ressemblent les pièces. Donc là, il y a les pièces qu'on a découpées. Donc là, quand vous me demandiez combien il y en avait sur une demi-lune, sur une demi-lune, il peut y en avoir de 3, si c'est vraiment des grosses pièces, jusqu'à une centaine quand c'est les plus petites. Là, on voit le nombre de pièces qu'il y a sur une demi-lune, ici. Et puis on a le trou qui a été découpé et le diamètre extérieur. Okay. Par contre, le trou, il va être repris, agrandi et poli, le diamètre extérieur va être réduit et les épaisseurs vont être retravaillées. On est vraiment sur une ébauche. Et puis ces pièces-là, si je vous les mets dans la main, vous mettez dans la main et vous pouvez les écraser, ça va les séparer en fait. Avec, Ah ouais, d'accord, ok. C'est vraiment minuscule, mais c'est vraiment tout petit. Voilà, donc là vous les écrasez complètement. Alors on va faire ça dans des petits pots avec des porteurs, des choses comme ça, puis on va pouvoir récupérer les pierres qui sont ici. Mais c'est vraiment tout petit. Ah mais c'est des pierres d'horlogerie quoi. Le diamètre, on va dire, le diamètre moyen c'est 0,9 mm le diamètre extérieur. Donc on va dire c'est autour du millimètre quoi. Donc, mais quel est le rubis le plus petit que vous avez pu alors faire? les pierres les plus petites qu'on fait, alors au niveau du diamètre extérieur c'est 0,44 mm, donc moins de 5 dixièmes de millimètre, avec un trou, une creusure, des tolérances au micron, etc. Et la pierre standard, je dirais, c'est autour de 1 mm avec un trou qui fait 0,3 mm.
Et les trous les plus petits, chez nous, en produit fini, c'est 70 microns. Et du coup, en découpe laser, ça représente 70 microns. Alors 70 microns, c'est 7 centièmes, c'est 0,07 mm, ça représente, ce qu'on disait, c'est un cheveu, quoi. Un cheveu. C'est extrêmement fin. Et une pierre qui fait 70 microns au niveau du trou, quand elle est découpée ici, comme on doit retravailler l'intérieur, on va la découper à 35 microns. Et là, on est sur un cheveu coupé dans le sens de la longueur en 3. D'accord. Là, ça devient beaucoup plus petit. Là. Mais je vous montrerai le fil qu'on utilise pour passer dans ces trous à la prochaine opération. Avec plaisir. Donc ça, c'est vraiment la première opération, enfin la première. Après le sciage du rubis, c'est la découpe, ce qu'on appelle de l'ébauche de la pierre. On fait aussi ici la découpe des chevilles de plateau et des levées de la même façon, sur ces machines made in La Pierrette. Donc l'opération qu'on va faire s'appelle l'enfilage, donc on va récupérer les pièces. On va mettre les pièces qu'on a vues les pièces qu'on a vues là-haut, mais qui ont été un petit peu travaillées pour qu'elles soient beaucoup plus propres, bien arrondies, qu'il n'y ait plus de bavures, de choses comme ça. Donc on disait que c'était très petit, un ordre de fabrication, il tient dans une petite enveloppe en papier. Okay. Et là on a 20 000 pièces qui sont ici. On va mettre un corps gras, un petit peu d'huile. Donc là vous allez voir l'opération. Dans l'ensemble. Comme ça, par-dessus. 2 gouttes d'huile. Et en fait, l'huile, ça va permettre que les pierres, les faces vont commencer à se mettre un petit peu les unes contre les autres, qui va faciliter la génération du collier. C'est pour faciliter l'enfilage, en fait. Okay. Là, après, on va faire tomber ça dans la petite boîte. On fait ça dans un papier, dans un journal. Ouais. Ça marche beaucoup mieux si c'est sur le journal de la vallée de Joux. On a les pierres qui se sont mis avec l'huile, qui sont déjà presque déjà alignées. Et après, le but, ça va être. Alors le but, c'est de mettre sur fil. Alors les fils, donc ensuite, en fonction des dimensions des pierres, on aura des fils qui seront plus ou moins petits. Et une pierre qu'on produit à plus d'1 million d'exemplaires par an, elle utilise un fil qui est ici. Donc là, vous voyez que c'est pas un tour de magie, il y a bien un fil. Et ce fil, il fait 20 microns, donc c'est ce fameux cheveu coupé en 3 dans le sens de la longueur. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un long cheveu qui est... Alors la difficulté, c'est vraiment de prendre ce fil qui n'a aucune tenue, puis d'arriver à le faire passer dans 1000 pierres alignées les unes au bout des autres, sans le plier ou l'abîmer, pour pas que quand on va tirer sur le fil, il casse, quoi. Parce que le moindre à-coup va faire qu'il va casser dès qu'on va le mettre en tension. Et ça, c'est fait manuellement? C'est fait manuellement, donc on verra tout à l'heure à l'écran, vous pourrez filmer avec la caméra, il y a un zoom, on voit vraiment bien ce qui est fait dans l'opération. Donc ça se fait avec ce petit appareil ici. Donc cette opération d'enfilage, elle va se faire pour toutes les pierres. Et puis on a chez nous trois familles. On a les petits trous, les moyens trous et les gros trous. Les petits trous, on va être dans justement les 70 microns jusqu'à 200 microns. Puis après on a les moyens trous de 200 à 600. Et puis les gros trous de 600 à 2 mm, de 600 microns à 2 mm. Après, on retrouve le même procédé de fabrication, mais qui est avec des machines moins puissantes ou plus sensibles. Si on tire sur des fils qui font 20 microns, sur des fils qui font 2 mm, c'est même plus des fils, c'est des barres en métal. Donc c'est le même procédé de fabrication, mais avec des machines un petit peu différentes. C'est très impressionnant. Donc une fois qu'on a fait ces petits colliers, on va aller voir dans l'atelier d'à côté, qu'est-ce qu'on fait de ces petits colliers pour grandir le trou. On va un petit peu dans le détail, mais on a fait ces petits colliers avec les pierres. Donc avec le fil qui passe dedans, et puis après on va les enrober ces pierres avec un métal qui est en fusion, qui est à 100 degrés, qui est liquide à 100 degrés, et on va enrober les pierres avec ce métal. Donc on va tendre le fil, on va mettre le métal autour, et après on pourra retirer le fil, le remettre, elles sont toutes alignées, enrobées par le métal. C'est comme un ciment qu'on va mettre autour des pierres. Et quel est l'intérêt de les enrober? L'intérêt, c'est qu'on va avoir à peu près 1000 pierres qui seront dans cet outillage, et au lieu de travailler les pierres et de les grandir une à la fois, on va les travailler 1000 par 1000, enfin la longueur d'un archet. Et là-dedans, on va faire passer du diamant, des fils de différentes dimensions, pour toutes les faire grandir en même temps.
Donc l'intérêt de les enrober, c'est de ne pas les travailler à l'unité, mais de les travailler par paquet de 1000 ou de 1500 en fonction de l'épaisseur, puisqu'on a une distance ici, puis plus elles sont fines, plus on en aura de présentes dans l'atelier. Ensuite, il reste 2 opérations pour grandir les pierres. Donc les archets qui contiennent chacun 1000 pierres, on va les positionner ici, là on en a 9 qui sont positionnés. Dans chacun de ces archets, on va faire passer un fil, d'accord ? Et sur ce fil, on va faire un ressort. Et quel est l'intérêt? Alors le ressort, en fait, si on prend un ressort et qu'on tire sur le ressort, le diamètre des spires, il va diminuer. Donc on va faire un ressort, on va tendre pour que le diamètre du ressort soit égal au diamètre du trou qu'on a découpé au laser. Et puis quand on va faire tourner les archets puis déplacer, on aura notre ressort qui va frotter à l'intérieur, mais juste à peine effleurer la paroi. D'accord ? Donc si on fait ça, il ne se passe rien. Puis le cycle d'ébauche, ça va consister à quoi? On va détendre le ressort pour que son diamètre augmente. Là, il va vraiment appuyer sur la paroi en rubis qui est à l'intérieur. Et on va mettre du diamant. Et en fait, on va faire des allers-retours comme ça. Et le diamant, progressivement, avec l'appui du ressort, il va agrandir le tunnel. Et du coup, les 1000 pierres vont avoir leur trou qui va progressivement s'agrandir. Et en même temps, il va être poli parce que le diamant va générer un état de surface poli. C'est ça le principe de l'ébauche. Donc on va s'approcher du diamètre fini. Par contre, ce n'est pas très précis. C'est ce qu'on appelle l'ébauche. Donc là, on a des machines qui tournent derrière. Vous les voyez faire des allers-retours. On voit les petits ressorts. Et comme on ne voit pas les pierres, pour connaître le diamètre du trou, on va mesurer le diamètre du ressort. Puisque si le ressort a réussi à passer à travers, c'est que la pierre a le diamètre du ressort. Comme le diamètre du trou fini, il est précis à plus ou moins 2 microns, on ne peut pas se permettre de travailler avec des ressorts qui vont travailler, etc. Donc là, on travaille avec un fil précis. Et ce fil, on va l'acheter, c'est des bobines qui vont faire plusieurs kilomètres de long. Et ces bobines, elles ont un diamètre dont la précision est garantie à plus ou moins un demi-micron sur l'ensemble de la longueur du fil. Si je veux faire un trou précis, je vais acheter un fil qui sera de la dimension du trou fini, moins l'épaisseur du grain de diamant qui va servir à polir. C'est comme ça qu'on arrive du coup à obtenir un trou précis. C'est à un moment donné, je vais réussir à passer un fil à l'intérieur de la pierre, et s'il a réussi à traverser avec du diamant autour, je sais que mon diamètre est égal au diamètre du fil plus le grain de diamant qui est autour. C'est comme ça que sans voir les pierres, on arrive à faire un trou précis à plus ou moins 2 microns. C'est parce qu'on a réussi à passer le fil, on connaît le diamètre du fil, on connaît le diamètre du diamant. S'il a réussi à passer, c'est que le job a été fait. Et là, par contre, on travaille un archet à la fois avec des machines qui vont faire rentrer le fil progressivement. Dès que ça va forcer, ça va déplacer l'archet. L'archet, c'est ce qui est dedans avec les pierres. Et du coup, si ça force, il va remettre du diamant. Il y a toujours un apport de diamant. S'il n'y a pas de diamant, c'est le fil qui va casser et ça ne va pas bouger. Donc la machine, elle va faire rentrer progressivement le fil. Et une fois qu'il passe sans déplacer l'archet, c'est que l'intégralité du tunnel de rubis, il est au bon diamètre avec la bonne rugosité, puisque c'est le grain de diamant qui fait la rugosité. Et là, j'ai 1000 pierres qui ont un diamètre précis et un état de surface précis à l'intérieur de mon archet. Puis après, on va les passer dans l'eau bouillante à 100 degrés. Le métal est liquide à 100 degrés et on va revoir réapparaître nos pierres. Donc là, on avait vu tout à l'heure, on avait découpé un trou plus petit et là, on l'a enfilé, on a fait un collier, on a passé le ressort, puis le fil précis. Et là, le trou, il est terminé, c'est-à-dire qu'il est à la bonne dimension et il est poli. Et maintenant, on va s'attaquer au diamètre extérieur. Donc on va retourner au poste d'enfilage, c'est le deuxième enfilage. On va retrouver notre enfileuse qui va nous refaire des colliers, mais cette fois-ci c'est des grands colliers, pour faire le diamètre extérieur. Donc là on voit l'opération d'enfilage en direct. Et là c'est fait en direct? Ouais, c'est en direct, ouais. Ah ouais. Donc là c'est les petites pierres sur lesquelles on a mis un petit peu d'huile pour qu'elles se plaquent les unes contre les autres. Et puis le petit touret, ce petit outillage, il va faire qu'elles vont se mettre les unes au bout des autres, puis surtout qu'elles vont avancer, puis on va mettre le fil de l'autre côté. Et ça va permettre... C'est une machine à faire des colliers en fait. Donc ça c'est la même machine qui sert pour faire l'enfilage pour le grandissage, l'opération qu'on vient de voir tout à l'heure. Et là on fait un deuxième enfilage pour le tournage.
Et cette fois-ci, ça va être des beaucoup plus grands fils. C'est un enfilage qui est beaucoup plus facile à faire pour le tournage parce que le trou, il est poli puisqu'il a été grandi. Il est plus grand parce qu'il a été grandi. Et puis, toutes les pièces ont le même diamètre précisément. Donc, quelqu'un qui apprend ce métier-là, il vient toujours d'abord sur l'enfilage tournage, puis après, il va descendre dans les dimensions de fil pour avoir la dextérité. C'est impressionnant, mais c'est une sacrée technique à avoir. Alors c'est surtout sur les petits fils que là c'est vraiment magique, quoi. Hein, on est d'accord? Là ça va. Là c'est du gros ça. Donc l'opération qu'on va faire maintenant, c'est celle-là. On va passer de ce diamètre-là à ce diamètre-là. C'est le tournage extérieur. Donc l'enjeu c'est de faire un tournage concentrique, hein, puisque quand la pierre va être chassée dans le pont ou la platine du mouvement, c'est important que le trou soit parfaitement au centre de la pierre, sinon les axes ils vont se retrouver pas en face, en dessus et en dessous. Donc ça c'est vraiment, on a une tolérance de 5 microns sur la concentricité entre le diamètre extérieur et le diamètre du trou. Et pour ça on a des machines spéciales, donc on va tendre les pierres ici, on les voit ici. Donc on a un peu plus d'1 mètre de pierre, et elles vont faire un va-et-vient avec ce dispositif qui est le dispositif qui génère la réduction du diamètre, qui vont usiner. Et puis on a des systèmes qui nous permettent de mesurer ça et d'être précis à quelques microns. La tolérance c'est 0 plus 6 et plus ou moins 3 microns sur le diamètre extérieur. On descend même plus ou moins 2 microns sur le diamètre extérieur. C'est bon, mais on parle de microns, de centièmes de millimètre, c'est ça? Oui. Ouais, et on ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment minuscule. Enfin c'est extrêmement petit. Une fois qu'on a fini cette opération, on a le trou qui est terminé, le diamètre extérieur qui est terminé. Maintenant, on va s'occuper des deux faces, faire un bombé et de faire la creusure. Donc là, on va changer d'étage pour aller voir l'atelier de creusage qui va faire le réservoir d'huile qui est présent sur une grande majorité des pierres. Il y a des pierres qui n'en ont pas. Mais... Parce que là, pour l'instant, les pierres qui passent ici, elles sont plates des deux côtés. Elles sont plates des deux côtés. Hein, elles ont subi la découpe laser, le grandissage. Et là, on fait le diamètre extérieur. Donc, c'est des pierres plates où le trou est poli et le diamètre extérieur est à la bonne dimension. Mais quel est l'intérêt de faire cette crevasse? Eh bien, on va regarder ça aux creusures. C'est parti. Donc, pour répondre à ta question, à quoi ça sert de faire cette opération-là sur une pierre? Donc, la creusure, en fait, c'est fait pour que l'horloger, une fois que le mouvement est assemblé, il vienne déposer avec un pic-huile ou des machines qui font ça, une petite goutte d'huile qui va servir à lubrifier la rotation de l'axe qui va traverser la pierre. Il faut imaginer qu'il y a une pierre en haut, une pierre en bas, l'axe au milieu avec son engrenage, avec sa roue dentée, et il va tourner comme ça. Et là, ça va permettre de mettre une petite goutte d'huile pour réduire les frottements lorsque l'axe va tourner sur ces deux pivots que sont les rubis du dessus et du dessous. Donc c'est un réservoir d'huile. C'est pour ça qu'il y en a qui appellent ça un huilier, nous on appelle ça une creusure, mais c'est la même chose. Donc en gros, mais la creusure sert uniquement aux horlogers pour lubrifier certains éléments du mouvement. Voilà, exactement. Ouais. Et puis la creusure, on imagine qu'elle n'est encore pas présente. Elle va se faire avec un outil avec du diamant qui va venir, la pierre va tourner et on va descendre comme ça progressivement. Et ça va creuser. Et on va usiner, ça va prendre une quinzaine de secondes pour arriver à descendre. Et puis on va faire ça va générer la creusure dans la pierre. Donc là, si on prend un plan, on a un atelier qui fait des creusures. On réalise à peu près 1 500 000 opérations par semaine dans cet atelier pour faire une creusure. C'est vrai qu'on est passé lors des seconds plans aux machines laser ultra performantes à des machines qui me semblent être un peu plus... Alors elles sont moins modernes, mais c'est des bijoux de mécanique. Et un grand bravo aux mécaniciens suisses des années 50 qui ont conçu ces machines. J'ai une machine ici qui est une machine version démonstration. En fait, je vais la mettre en route et essayer de vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc on a un seul moteur, on a des petites courroies en tissu qui font tourner tous les autres éléments de l'équipement. Les pierres vont être dans un petit pot ici à l'arrière. Les pierres mises en vrac, elles sont dans un petit pot à l'arrière, donc je vais la mettre en route. Elles sont là, ça va tapoter, ça va prendre une pierre, ça va venir la mettre ici. La pince va s'ouvrir et là j'ai l'outil en diamant qui vient pour usiner la pièce. Et l'outil en diamant, mais c'est... L'outil en diamant, il est sur cette bascule ici, d'accord? Alors, donc je prends une pierre, je l'usine, je l'enlève, je vais en chercher une autre, d'accord? Si on faisait uniquement ça, au bout de 4 à 5 pierres, il n'y aurait plus de creusure. Pourquoi? Parce que je viens avec un outil
qui est à 9 de dureté, à 10 de dureté contre une pièce qui est à 9 de dureté, donc il est pratiquement aussi dur. Donc la mine du crayon, là, elle s'use presque aussi rapidement que le rubis. Donc comme je viens en butée, au bout d'un moment, ma mine, elle recule. Et au bout de 5 à 10 pierres, j'ai plus de creusure. Et du coup, il faut changer. Mais du coup, la machine, elle marche pas. Et on peut plus faire de creusure. Mais non. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un troisième élément. Donc chaque fois que je vais creuser, après, je vais venir mesurer la profondeur de la creusure. Je mesure et je viens corriger mon outil en basculant sur l'arrière sur une petite lame qui va me faire tourner ici pour faire ressortir la mine du crayon. Comme un critérium. Comme un critérium. D'accord. Et ça, imaginez, dans les années 50, aucun ordinateur, aucun logiciel de DAO, etc. Avec juste des cames, des petites chaînettes, des ressorts, des petites courroies, un seul moteur. Et on arrive à prendre les pierres, les positionner, les usiner, les mesurer, corriger mesure de l'outil, enlever la pierre et la mettre dans le petit pot qui est là. C'est très impressionnant à voir. Tout mécaniquement. Tout mécaniquement, ouais. Sans aucun programme. Uniquement les cames. Ouais. Donc on a découpé le trou au laser, le diamètre extérieur au laser. On a grandi le trou avec le ressort et les fils. On a tourné le diamètre extérieur. On a été aux creusures faire la petite poche qui va servir de réservoir d'huile. Et cette fois, on va s'occuper de polir le dessus et le dessous de la pierre. Et pour ça, on va pas les polir une à une, on va les mettre sur des blocs en métal qu'on appelle des tasseaux. Puis on va en repartir presque à peu près environ 1000 qu'on va positionner sur le tasseau pour aller les polir les 1000 à la fois. Okay. Et on va voir comment on les pose sur ce tasseau. Donc là, j'ai tout mon OF. Je vais mettre les pierres dans le crible. Alors on a un crible adapté à chaque diamètre de pierre. Si j'ai un diamètre 50, je prends un crible qui est adapté. Si j'ai un diamètre 200, je vais prendre un crible un peu plus gros. Donc là, j'ai mis toutes mes pierres dans le crible. Je secoue comme un tamis. Les pierres, elles viennent se mettre dans l'emplacement. Dans chaque emplacement, il y a un petit téton qui fait que la pierre va se fixer dans le bon sens. Ok. Alors bien sûr, il faut toujours vérifier. Il y en a peut-être une qui est à l'envers, il y en a peut-être une qui n'est pas... Voilà. Et ensuite, donc, je prends la plaque avec la colle qui est sèche. Je retourne. Et voici. Donc là, les pierres, elles sont bien disposées pour après rentrer dans l'atelier polissage. Donc les ordres de fabrication, une fois qu'ils ont été posés, ils se présentent de cette façon. Donc on a tous les documents administratifs qui permettent de les traiter. Puis on aura nos 12 plaques qui seront ici, avec les milliers de pierres positionnées dessus, d'accord, avec des petits caoutchoucs pour protéger. Et puis une petite boîte, c'est un ordre de fabrication qui va pouvoir partir dans l'atelier pour polir la face du dessus puis la face du dessous. Puis là on va rentrer dans l'atelier sur un petit chariot dans l'atelier de polissage. Donc voilà un ordre de fabrication avec ces 12 plaques, donc à peu près 20 000 pierres. Le plan qui va permettre de savoir ce qu'on doit faire, à quelle cote on doit faire le travail. Et puis on va avoir deux métiers principaux, les métiers du brossage. Donc là en haut on a une brosse avec du diamant, toujours du diamant. Et puis les opérations de brossage, ça va être pour arrondir un petit peu les bords de la pierre. Si je reprends ma pierre témoin, on va venir arrondir un petit peu pour faciliter le chassage dans le pont et la platine du mouvement. Et puis pour éviter les angles vifs qui seraient fragiles. On avait vu que le rubis est très dur mais il est fragile. Donc plus il est arrondi, moins il aura tendance à s'ébrécher. Et le diamant que vous mettez, c'est du diamant synthétique? C'est du diamant synthétique, oui. Et qui est par contre qui est calibré. Ça veut dire qu'on achète de la poudre du 0,5-1, c'est en micron. C'est que les plus petits grains et les plus gros grains sont entre 0,5 et 1 micron. Donc on a plein de dimensions et puis plus on va aller vers la dernière opération de polissage, si on veut plus de rayes du tout, on aura le grain le plus fin possible. Donc typiquement il y a du 0,25, 0,5, c'est des grains les plus fins qu'on utilise pour ne plus avoir de rayes. Comme on enchaîne des opérations avec des grains de diamant de plus en plus fins, on doit laver complètement les pièces. Il ne faut pas qu'il en reste un grain, il va se mettre dans la brosse et puis toutes les pierres vont être rayées.
Donc les lavages entre les opérations sont vraiment très importants. Ça, c'est les premiers métiers. Puis les deuxièmes métiers, c'est les métiers de la mise d'épaisseur. On enchaîne 17 opérations successives pour finir le dessus et le dessous de la pierre. Donc juste dans pour ça on dit combien d'opérations pour faire une pierre. Soit on dit il y a découpe, grandi, tourné, poli, il y en a 4, mais on réalise, et puis creuser. Mais en reste, il y en a beaucoup plus. Donc les opérations de brossage et puis les opérations de mise d'épaisseur où là on va mettre les pierres, le tasseau retourné sur des meules, on va mettre aussi du diamant et puis on va travailler cette fois-ci à plat. C'est vraiment à plat et on va faire la cote d'épaisseur en fait. Et puis on va faire vraiment du polissage plat. La brosse, elle va aussi polir esthétiquement, elle va faire briller, mais elle va faire des arrondis, et là on fait un plat. Et on va enchaîner des opérations de brossage et de mise d'épaisseur sur les opérations. Quand on a fini le premier côté, on pourrait tout laver, dégommer, ressécher, puis retourner sur le poste qu'on a vu tout à l'heure pour les poser. On ne fait pas ça, en fait on les retourne. Pour les retourner, on fait tremper dans du savon, et puis avec le savon, on va petit à petit grignoter la colle. Et avec une petite pince comme ça, on vient voir à quel moment le savon a suffisamment travaillé pour qu'on puisse retourner récupérer les pierres. Et à ce moment-là, on va les ressortir du bain, on va prendre un tasseau qui aura de la colle sèche et on va presser ensemble et on va transférer sur l'autre face les pierres. Et ça nous permet de retravailler, de démarrer le deuxième côté sans avoir à manipuler unitairement toutes les pièces comme on l'a fait auparavant. Ça s'appelle le retournage en fait. Et ça, c'est fait à chaque fois? À chaque fois, oui. Puisqu'on travaille toujours les deux faces en fin d'opération. Donc c'est juste un savon qui désagrège la colle. Donc là, c'est un petit peu... c'est assez précis hein, parce que si on laisse trop longtemps, elles vont commencer à migrer puis à bouger. Elles seront plaquées les unes contre les autres, ça fera des agrégats. Et ce qu'il faut, c'est qu'elles restent toujours bien séparées. On a les tasseaux avec la colle là-bas qui sont prêts. Oui. Et puis donc, on va transférer, presser, chauffer, et faire la même chose, et puis après on repart dans l'atelier, on refait un cycle sur cette fois-ci la partie extérieure de l'atelier. On va enchaîner 9 à 10 opérations de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du nombre d'opérations qu'il y a juste pour faire une pièce aussi petite et en vrai qui est très importante à la marche du mouvement. Parce que c'est vrai que quand on voit une montre, et notamment dans les montres squelettes ou quand il y a un fond transparent et qu'on voit les rubis, on ne se dit pas qu'il y a autant d'opérations. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes autour du rubis et tu vois, j'apprends énormément de choses ici avec les différentes étapes et on n'a pas fini la liste. Et on n'a pas terminé encore. Puis là vous avez une vue un petit peu de tout ce qu'on fait sur la pierre, entre le moment où elle arrive. La première opération qu'on va faire, c'est là-haut, pardon. Pierre brute. C'est la brosse, voilà ce qu'elle va faire, la brosse. Ouais. Entre la pierre brute ici, vue de côté, la brosse elle va commencer à arrondir, puis on voit un petit peu toutes les opérations jusqu'à obtenir la pierre complètement polie, terminée. Ouais, une pierre qui est prête à être voilà, celle-là, ici. Utilisée. Voilà, avec les petits arrondis pour pas qu'il y ait d'angle vif, pour que ce soit bien poli. Okay. Donc là les pierres ont subi toutes les opérations, on est à la fin, juste avant le conditionnement et la livraison pour faire des statistiques dimensionnel par rapport au plan. Donc on va reprendre toutes les caractéristiques du plan du client et s'assurer que l'intégralité des pierres sont conformes sur le diamètre du trou, le diamètre extérieur, l'épaisseur, le diamètre de la creusure, les concentricités. Donc on a une ribambelle de dimensions à respecter. Et une fois que ça c'est validé, on va passer au ce qu'on appelle chez nous le visitage. Et là c'est une observation unitaire de chaque pierre et une observation qui va permettre de retirer les pierres qui ont un défaut esthétique qui est présent et qui est au-delà du critère d'acceptation du client. Donc on parle des bréchures, ce qu'on appelle chez nous les égrisures, donc c'est des petits morceaux de rubis un petit peu cassés sur le bord, et des rayures, donc grain de diamant qui est passé puis qui a fait une petite griffe. Alors on parle de défauts qui sont vraiment minimes pour l'utilisateur final, mais les manufactures à qui on monte les pierres sont très exigeantes sur l'aspect esthétique. Donc on n'est pas dans le fonctionnel, on est purement dans l'esthétique, mais avec un niveau d'exigence extrêmement élevé. Donc là je vais vous montrer une petite démo sur la caméra. C'est des pierres qui font quelle dimension? C'est là, c'est des... Donc 1 mm, hein. Donc voilà, elles font 1 mm, on les voit à l'écran. Donc là on a mis de côté des défauts pour que vous puissiez voir de quoi on parle quand on retire les pierres. Donc là un défaut de polissage.
problème, c'est qu'on a énormément de bonnes, donc on ne peut pas mettre que des... Ouais. Et je vous avais préparé un problème d'égrésure. Voilà, une égrésure. Voilà. Typiquement, voilà ce que c'est une égrésure. Diamètre extérieur. Et puis, celle-ci qui n'est pas bonne au niveau de la creusure, de diamètre de creusure. Donc celle-ci, elle est bonne. Et celle-ci, elle est mauvaise. Ça, elle est trop étroite. La creusure est trop étroite. Donc si vous regardez sur le marbre, ici, on aura le lot complet qui va être déposé sur une face, ici sur la partie en pierre. Tout va être contrôlé à l'œil nu. Alors à l'œil nu, on ne verrait aucun défaut. Hein. Manuellement, je veux dire. Alors c'est contrôlé manuellement, puis on a aussi un système par caméra. Donc là, typiquement, c'est des défauts matière. Donc c'est dans la cristallisation du rubis, on va voir des micro-bulles qui sont présentes à l'intérieur. Et on va contrôler comme ça, sur cette face, on va regarder une face de toutes les pierres, puis ensuite on va retourner les pierres pour contrôler l'autre face. On contrôle les deux faces. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le visitage. Alors on a différents éclairages, puisqu'il y a des défauts qui vont se voir avec un éclairage par le dessus, puis des défauts qui se voient qu'avec un éclairage par le dessous. Donc on multiplie les observations. Donc on a vu tout à l'heure le visitage à l'œil humain et on a aussi un visitage complémentaire qui se fait avec des caméras sur des machines qui sont aussi des machines fabriquées par la Pierrette, où on va positionner chaque pierre sur un petit plateau. Le plateau va s'arrêter devant une caméra, il y aura une acquisition d'image, un traitement de l'image, et puis avec nos algorithmes, nos programmes, ça va décider si la pierre elle est bonne ou elle n'est pas bonne au niveau des critères esthétiques. Puis ces machines, elles tournent H24, 7 jours sur 7, puis elles trient une grande partie des défauts. Donc c'est complémentaire du visitage manuel, il y a toujours les deux. Il y a des défauts qu'on n'arrive pas à voir avec les caméras, et par contre les filles les voient avec leur jeu et les binoculaires. Et puis par contre il y a des défauts qu'on voit très bien avec les caméras. Et qu'on voit pas forcément à l'œil. À l'œil on voit tout. À l'œil on voit tout. Donc là on a la dernière opération, les pierres ont été visitées, les statistiques dimensionnelles sont bonnes, il n'y a que des pièces bonnes au niveau esthétique. Et du coup, on peut les conditionner. Donc pour les conditionner, on utilise ce genre de machine. Donc on a les pierres ici. Ouais. Donc les pierres qui tournent. Un petit laser qui va les compter. Puis en fonction des clients, ils vont nous demander des petits sachets avec la référence et la quantité. Ça va de 50 à 5000 par sachet. Ça dépend un peu des clients. Il y a des clients qui veulent toutes les pierres par 50 et puis d'autres c'est 1000, il y a 200, il y a 100, il y a un petit peu toutes les dimensions. Donc là on s'adapte à la demande de chaque client. Okay. Et puis ces petits sachets, ensuite, ils sont étiquetés avec la référence interne, la référence du client, le petit logo La Pierrette, et puis on les expédie tous les jours, ou ça dépend un petit peu. Il y a des manufactures qui viennent chercher les livraisons de façon hebdomadaire, et puis on livre comme ça. Et c'est là où je disais que la production globale d'une année, elle tient dans un paquet et demi de lait, donc c'est des volumes ridicules par rapport à... Et la perte matière de l'ordre de 95%. Il reste ici que 5% du rubis qu'on a mis en œuvre à la première opération par rapport à tout ce qu'on a vu qui est usiné. Merci beaucoup pour cette visite. Avec plaisir. C'était très intéressant. Nous avons pu découvrir dans cette vidéo comment sont fabriqués les rubis que l'on retrouve dans nos montres. Personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant et je ne savais pas qu'il y avait autant d'étapes pour faire quelque chose d'aussi petit et j'ai trouvé ça vraiment fou. Donc un grand merci à La Pierrette de nous avoir accueillis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets les différents réseaux sociaux où vous pouvez justement retrouver La Pierrette. Donc n'hésitez pas à les suivre. Et pour tous ceux qui veulent découvrir comment sont fabriqués les mouvements Vaucher Manufacture, cliquez sur les vidéos qui s'affichent.